D'après la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales, l'utérus est un organe creux, musculeux, situé dans la cavité pelvienne où s'effectue la gestation. Simple organe reproducteur, il est pourtant le lieu de nombreuses injures discriminantes et patriarcales adressées aux femmes depuis l'Antiquité. On a déjà entendu que les femmes sont hystériques, les femmes sont folles, les femmes sont incapables de maîtriser leurs émotions et leurs souffrances. Les femmes simulent, c'est dans leur tête, c'est le stress. Ou le fameux « t'as tes règles ou quoi ?» Ce petit aperçu de remarques stéréotypées que beaucoup d'hommes emploient encore trop souvent pour rabaisser et discréditer les femmes, pour minimiser leurs souffrances, réduit étymologiquement leur santé à leur utérus et à la féminité. Ils le réduisent notamment à un symptôme pathologique souvent associé à la folie. Ces phénomènes sexistes renferment un riche vocabulaire, employé assez fréquemment, où le terme hystérie, entretenu par une prétendue justification biologique, médicale et scientifique, ramène perpétuellement la femme à leur corps, soi-disant déréglé, et faisant dysfonctionner au passage leur santé mentale. Mais comment s'est construite cette prétendue hystérisation de la femme ? En quoi ce phénomène mène-t-il à l'invisibilisation politique, sociale ou encore cognitive des femmes encore aujourd'hui ? Je tâcherai de proposer une généalogie du terme avant d'en développer les aboutissants politiques et épistémologiques. L'histoire sexiste de l'hystérie commence avec la médecine. Pendant très longtemps, l'hystérie est restée un diagnostic officiel dans l'histoire du traitement de la santé des femmes. Ce concept a très tôt condamné et rejeté les femmes dans une errance diagnostique, sans qu'aucun traitement de guérison objectif et rationnel ne soit proposé aux femmes pour les soigner. Elle formule une pathologisation constitutive et biologique de la femme, pour ne pas dire de la féminité en général. Une double peine finalement, car en plus de considérer qu'elles sont prédisposées naturellement aux maladies, leurs souffrances sont sous-évaluées et ne font l'objet d'aucun diagnostic médical sérieux. De fait, on réduit donc la femme à son utérus, puisque ce concept revêt dans sa composition étymologique un caractère misogyne et ramène automatiquement la parole d'une femme à son utérus. En effet, si le mot hystérie apparaît en français au XVIIIe siècle, il provient du grec hystéron, se rapportant à utérus. L'utérus étant le lieu de la maternité, il devint surtout le lieu de clichés que les hommes devaient entretenir, donc une approche très dévalorisante du corps des femmes. Dès lors, les mots étant posés, l'hystérie devient une affection pathologique qui n'existe que chez la femme, une maladie spécifiquement féminine. L'organe génital féminin devient la source de tous ces maux, et on ne rapporte sa santé, sa féminité qu'aux seules variations hormonales provoquées par l'utérus, perçu donc comme le vecteur principal de tous ces dérèglements. Le corps féminin est réduit à ses fonctions reproductives. Le paradigme masculin consiste donc à penser qu'une femme souffrante est forcément hystérique. Et ce paradigme majoritaire dans la société occidentale est particulièrement lisible dans le corpus hippocratique, pionnier de la médecine occidentale, comme le démontre Jeanne Guéroult. Je cite. « Dans la Grèce classique, c'est Hippocrate, le pionnier de la médecine, qui conclut dans sa théorie des humeurs que toute la femme réside dans l'utérus. Toute la femme est dans l'utérus parce qu'elle se résume à son corps, à son ventre. Un préjugé conçu à partir de la théorie des humeurs, le paradigme culturel qui conditionne le rapport que l'on entretient à l'époque avec la médecine, qui résume l'homme au chaud et au sec et la femme au froid et à l'humide. En effet, à l'époque, le corps serait un équilibre entre 4 humeurs, la bile noire, la bile jaune, le sang et le flegme, et la femme, du fait de ses menstruations, perd du sang, ce qui conditionnerait une humeur excessive. On considérait qu'un mauvais écoulement du sang entraînait des maladies proprement féminines et surtout des sauts d'humeur propres aux femmes. Un énoncé pseudo-historique qui était voué à traverser les siècles et contribuait très largement à cantonner la femme à l'espace domestique parce que considérée comme étant trop sensible, trop fragile. Une hystérisation des femmes donc qui se prolonge du corpus hippocratique aux philosophes Platon et Aristote, voire même jusqu'à nous. Cette hystérisation de la femme comme malade n'en démontre pas moins sa monstruosité. Par exemple, on peut lire dans le fameux De Generatione Animalium d'Aristote:
Celui qui ne ressemble pas aux parents est déjà, à certains égards, un monstre. Car dans ce cas, la nature s'est, dans une certaine mesure, écartée du type générique. Le tout premier écart est la naissance d'une femelle au lieu d'un mâle. La femme est alors sujette à des discriminations qui atteignent sans cesse son corps. Elle est hystérique, monstrueuse, passive, et ne représenterait qu'une variation de toute l'humanité, ce qui peut être tout de même remis en question puisqu'elle représente au moins la moitié de la population sur Terre. Les préjugés de l'hystérie demeurent encore prégnants aujourd'hui, dans la manière dont beaucoup de femmes sont traitées lors d'une consultation médicale et surtout dans l'espace public, notamment au travers du langage et du vocabulaire qu'emploient certains hommes, quand bien même certains d'entre eux ignorent qu'ils emploient un mot qui porte un héritage effroyablement paternaliste. Sexiste et réducteur, le terme hystérique ne fait heureusement plus partie des classifications médicales, mais il s'est déplacé au sein de la sphère publique, voire des sphères professionnelles, figurant encore de nombreux biais quant à l'accès pour les femmes à la connaissance et à toute légitimité au savoir. Les femmes, dès lors, sont taxées d'hystériques et sont sans cesse renvoyées à la sphère utérine. Elles font l'objet de nombreuses injustices, et plus particulièrement d'injustices épistémiques. Du moins, c'est celle que j'aimerais développer dans cette réflexion. On pourrait s'appuyer sur la thèse principale de Miranda Fricker, philosophe anglaise, dans son œuvre Epistemic Injustice, Power and the Ethics of Knowing, que l'on pourrait traduire par injustice épistémique, pouvoir et éthique de la connaissance, où elle théorise deux types d'injustice, l'injustice testimoniale relative au témoignage et l'injustice herméneutique relative au sens et à l'interprétation, dont sont victimes certaines minorités ou communautés. Dans cet ouvrage, comme l'explique Sonia Bugel, elle commence tout d'abord par affirmer que, lors des échanges testimoniaux en face à face, l'auditeur doit attribuer une certaine crédibilité au locuteur. De telles attributions ne sont certainement pas gouvernées par une science exacte, et il peut clairement y avoir des erreurs, que ce soit par excès ou par défaut. En ce sens, si l'on se penche sur les erreurs par défaut, l'injustice testimoniale renvoie au déficit de crédibilité dont un individu ou une communauté peuvent être victimes dans des échanges interpersonnels. Par exemple, dans un comité de lecture d'un cabinet de recherche, on peut accorder moins de crédibilité par des biais à certaines chercheuses alors taxées de trop féminines ou trop sensibles, comme le souligne Michel Neudeuf dans son œuvre Le sexe du savoir. En effet, l'épistémologie féministe, mouvement duquel Miranda Fricker participe largement, prend pour point de départ la sous-représentation des femmes dans le domaine du savoir, qu'il soit littéraire, philosophique ou encore scientifique, et ce mouvement contre les arguments naturalistes qui rendraient les femmes incapables de s'appliquer à tout travail intellectuel. Car cette forme de domination masculine se voit comme la cause de l'exclusion systématique des femmes dans ces domaines. C'est ainsi qu'Elizabeth Anderson, dans Feminist Epistemology, An Interpretation and a Defense, peut affirmer « L'épistémologie féministe s'intéresse à la manière dont le genre influence ce que nous considérons comme du savoir. » En effet, beaucoup de stéréotypes attribués à des groupes historiquement opprimés, comme les femmes, les personnes noires ou la classe ouvrière, impliquent une association à des attributs inversement corrélés à la compétence ou à la sincérité. On peut prendre pour exemple l'hyper-émotivité, l'illogisme, le manque d'éducation morale ou encore la cupidité. Les femmes sont donc perçues comme illogiques, irrationnelles ou encore hystériques, face à des hommes qui seraient bien plus aptes à posséder le savoir ou la connaissance. Et ces présupposés d'arrière-plan fonctionnent comme un filtre et distordent le regard de l'auditeur en des stéréotypes négatifs. Ce déficit, donc, dans une localisation temporelle et dans une sphère sociale précise, sont assez préjudiciables dans la vie d'un individu, notamment si ce phénomène se répète et s'il s'étend à toutes les sphères sociales, le phénomène devient systémique. Et c'est précisément ce caractère systémique dont les femmes sont victimes. Ainsi, alors que les sciences se donnent pour but le progrès des connaissances rationnelles, par une certaine objectivité du chercheur scientifique, il s'avère que celles-ci ont joué un rôle déterminant dans la construction de stéréotypes négatifs sur les femmes. Et de ces faits même, les théories scientifiques établissent des normes à partir de l'étude du corps des hommes, de la vie des hommes, tout en délaissant celui des femmes.
Cette injustice est particulièrement visible dans les moments de diagnostic entre les patientes et les médecins. Si mon sujet vise l'utérus comme lieu de réelle discrimination envers les femmes, il est aussi le lieu de réelles pathologies, qui sont pourtant peu reconnues dès lors qu'une femme témoigne de sa propre expérience. Prenons le cas de l'endométriose, qui, je pense, est un cas assez frappant. Maladie peu connue, ou du moins connue seulement tardivement et non sans raison, d'après celle que je viens d'exposer. Elle se définit comme la présence en dehors de la cavité utérine du tissu semblable à la muqueuse. Et cela donc produit des très fortes douleurs qui peuvent être particulièrement invalidantes. Pour diagnostiquer une telle pathologie, le processus peut parfois être long et voué à l'échec, de sorte que nombre de femmes possèdent cette maladie sans même le savoir, et pour certaines jusqu'à leur mort. En effet, lorsqu'on a mal, lorsqu'on a mal pendant nos règles, le médecin va nous conseiller des médicaments ou bien une contraception hormonale. Et donc, le témoignage des femmes sera souvent décrédibilisé. Si bien que, puisqu'une femme est jugée comme davantage sensible et moins robuste qu'un homme, lors d'un questionnaire de douleur, par exemple sur une échelle de 1 à 10, sa difficulté sera minimisée et la maladie restera invisibilisée. Par ailleurs, il est tout à fait intéressant de citer le nombre d'années qu'un diagnostic prend pour être confirmé. Ainsi, le service public d'information en santé déclare que pour confirmer l'endométriose d'une femme, depuis la fin des années 1990 et la publication de diverses études sur le sujet, les experts s'accordent à dire que le délai entre l'apparition des premiers symptômes et la confirmation du diagnostic d'endométriose chez une femme peut prendre entre 5 à 10 ans. En France, on l'estime à 7 ans en moyenne, ce qui est tout de même très long. Ainsi, pour lutter contre les injustices épistémiques dont les femmes sont victimes dans énormément de champs, qu'ils soient politiques, médicaux ou encore universitaires, la thèse de Miranda Fricker éclaire des processus qui sont invisibilisés. Car de fait, en raison d'un utérus, on invisibilise les femmes du savoir général et on dénie le savoir spécifique des femmes, notamment par la perpétuation des stéréotypes. Cela nous mène donc à analyser la deuxième injustice complémentaire à la première, l'injustice herméneutique. Elle se définit par l'incapacité à verbaliser et conceptualiser une idée due à une marginalisation systémique. Par exemple, au début des années 60, le mot harcèlement sexuel n'existait pas, ou du moins n'était pas conceptualisé. Sans le mot ni le verbe, on ne peut donc pas dire grand-chose, encore moins théoriser le phénomène. On ne peut donc pas le comprendre, tout simplement. Miranda Fricker définit l'injustice herméneutique comme l'incapacité cognitive qui empêche la femme de comprendre une partie significative de sa propre expérience. Pourtant, c'est bien une expérience qu'il est fortement dans l'intérêt de la femme de comprendre, car sans cette compréhension, la femme harcelée reste profondément troublée, isolée et vulnérable. Son désavantage herméneutique la rend donc incapable de donner sens à la maltraitance qu'elle subit, et ce qui, à son tour, l'empêche de s'y opposer ou de mettre en œuvre des mesures efficaces pour y mettre terme. Cette injustice passe donc par une forme de marginalisation, puisque l'expérience sociale est mise à l'écart de la compréhension collective. En ce sens, l'individu ou la communauté n'est pas capable de produire ou recevoir de la connaissance pour produire d'autres connaissances dans une communauté épistémique. Ainsi, ces injustices herméneutiques systémiques découlent d'inégalités de pouvoir structurelles. Mais si elles sont structurelles, elles sont reproduites. La reproduction des injustices par la marginalisation fait donc partie d'un cercle rétroactif négatif qui scelle les femmes à la marge. On peut dès lors souligner l'aspect très pratique de la thèse de Miranda Fricker, car la personne a un intérêt pratique à faire disparaître ces lacunes herméneutiques. Mais la thèse démontre aussi clairement que l'on reste dans un système au sein duquel les femmes et autres minorités restent profondément isolées du partage et de la circulation des connaissances. Quelle perspective peut-on alors avoir ?
Les femmes sont isolées de la circulation des connaissances, certes, sauf si elles font partie d'une communauté épistémique de résistance. Le terme de résistance employé par José Medina n'est pas anodin, puisqu'il souligne le pan politique de notre sujet. Il s'agirait en effet d'opter pour une justice herméneutique fondée sur une justice sociale. Pour ce faire, nombre d'ouvrages se sont développés afin de favoriser le déploiement des connaissances et d'expériences collectives des femmes par leurs propres témoignages. On peut citer le célèbre Our Bodies, Ourselves datant des années 70 ou encore le fameux #MeToo, développé un peu plus tard sur les réseaux sociaux, qui incarnent tous deux une forme d'empowerment que l'on pourrait définir par l'acquisition d'un pouvoir d'un individu ou d'une communauté sur son environnement. Et c'est exactement ce que font les femmes par ces formes de lutte, car elles donnent sens à leur environnement pour agir en conséquence sur lui, et produisent donc du savoir. Ainsi, si la science peut être définie comme une discipline objective et rationnelle qui produit des énoncés vrais, il s'agirait pour cette discipline de développer une pensée réellement critique, afin de se défaire de ces stéréotypes toujours prégnants. Car là où seulement 30% des savants sont des savantes, là où le mythe qu'il y aurait un problème entre les femmes et le savoir règne toujours, la discipline scientifique ne peut que s'enliser et stagner dans un dogmatisme toujours plus poussiéreux.